la chute. Alors, quelles actions sont menées concrètement sur le terrain? Dans quelle mesure se dessine une dynamique collective en faveur de l'inclusion numérique à la rencontre d'intérêts communs? C'est le thème de ce deuxième temps. Et pour ce deuxième temps, je vous invite à accueillir sur scène, pendant qu'on installe en fait un quatrième fauteuil, on va accueillir sur scène Benoît Lemosy, chef du pôle service au public à la direction du développement des capacités des territoires au commissariat général à l'égalité des territoires. Alors, je vous expliquerai pourquoi on ne voit pas la photo de Monsieur Lemosy, mais vous êtes bien là. Nous accueillons alors, Karine Béninger, directrice de l'offre de services aux demandeurs d'emploi de Pôle emploi. Mouna Aoun, directrice des marchés mass market et spécifiques de la Banque Postale, et Frédéric Detmar, PDG de PayBoost. Alors, je vous invite à vous saisir des micros. On va commencer avec vous, monsieur Lemosy. Donc on va expliquer en fait tout simplement en fait que vous remplacez au pied levé Sophie Duval qui devait être parmi nous. Donc merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Est-ce que on peut tout de même, on connaît le commissariat général à l'égalité des territoires, mais est-ce qu'on peut quand même rappeler les missions en 2-3 mots, s'il vous plaît? Oui, vous me permettrez. Je crois qu'on vous entend. Vous me permettrez effectivement d'excuser Sophie Duval-Huvart, qui est la directrice du développement des capacités territoires au CGET, qui doit représenter le ministre ce matin à un autre endroit. Donc on s'est partagé la tâche et je suis là avec plaisir. Le commissariat général à l'égalité des territoires est un service interministériel relativement jeune puisqu'il a 4 ans. Et pour le dire très simplement, c'est la fusion à l'époque de la DATAR, donc qui s'occupait de l'aménagement du territoire, et des outils de politique de la ville qui étaient le SGCIV et l'accès. Donc nous avons 3 missions aujourd'hui, bientôt une 4e. Vous savez que nous venons de changer de commissaire général il n'y a pas très longtemps et qu'il a entre les mains la préfiguration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, donc il viendra appuyer en ingénierie les territoires qui en ont besoin ou qui en font la demande. Et donc nous avons toujours cette vocation à traiter la politique de la ville avec une direction spécifique qui s'occupe de ces sujets-là, l'aménagement du territoire en général, et à la fois sous un angle, ce qui est le sens de ma direction, d'outillage et d'accompagnement des territoires, et à la fois sous un angle d'étude, de prospective, qui est l'objet de notre 3e direction, donc sur l'ensemble des politiques d'aménagement. Alors, en quoi vous vous intéressez à cette question de l'inclusion numérique ? Il faut que je remonte un petit peu pour répondre à votre question dans le temps. Depuis 2014 et la loi NOTRe, et bien avant ça, entre les PIMS et la loi de 2000 qui avait créé un certain nombre de relais de services publics à l'époque, il y a une politique et une volonté de l'État aujourd'hui de mettre en place l'ensemble des outils qui permettent l'accès à quelque chose. Donc, le ministre en a parlé ce matin, vous en avez parlé aussi également il y a quelques instants. Il est important aujourd'hui d'avoir l'ensemble du territoire couvert, que ce soit en matière de fibre optique ou de services mobiles. Donc, le gouvernement, avec les opérateurs, ont pris un certain nombre d'engagements d'ici 2022 pour faire en sorte qu'il y ait des tuyaux et une capacité d'accès partout. Mais pas plus que l'équipement ne fait le service, le tuyau ne fera le service non plus. Donc, il y a 3 éléments complémentaires qui sont importants à traiter. À la fois la transformation de l'action publique en général, de l'État comme des collectivités, voire éventuellement de l'action privée, donc c'est la numérisation dont on parle depuis tout à l'heure, et qui nécessite, de notre point de vue, au-delà de la capacité qu'on a de rendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 accessible un certain nombre de procédures, de transformer les procédures elles-mêmes. On l'a évoqué tout à l'heure, une partie de nos concitoyens, notamment parmi ceux qui sont les plus jeunes, mais pas forcément qu'eux non plus, ont une logique qui est différente aujourd'hui de la façon dont on conçoit un certain nombre de procédures. Donc il faut faire aussi évoluer les procédures elles-mêmes, en fabriquer un certain nombre avec les publics auxquels elles s'adressent, et en tout cas adapter pour l'usage numérique les procédures. Mettre une procédure en ligne, ça n'est pas un scan ou un PDF d'un CERFA, c'est aussi repenser la procédure elle-même. Donc il y a une action de l'État dans ce sens-là, qui s'appelle CAP 2022, et qui va permettre de transformer l'ensemble des procédures administratives. On a un deuxième champ qui est celui de l'inclusion. Le secrétaire d'État en a parlé précédemment. Il a présenté tout le travail important qui a été fait avec l'ensemble des partenaires dont vous faites partie
sur les derniers mois pour permettre donc l'inclusion du numérique avec un certain nombre de moyens derrière qui vont être mis à disposition pour un certain nombre d'usages. Et notre concernement aujourd'hui et notre considération principale, c'est de faire en sorte qu'il y ait des lieux également qui permettent d'avoir accès à un certain nombre de situations qui sont permises par ces réseaux et qui sont permises par les personnes qui font de la médiation et la transformation de l'action publique de l'État. Nous portons donc depuis la loi NOTRe une politique qui s'appelle les maisons de service au public, qui est en forte transformation aujourd'hui. Et en l'occurrence, notre intention est de permettre, et puis après je m'arrêterai là pour la partie introductive, mais de faire en sorte que l'ensemble du territoire et l'ensemble des acteurs qui souhaitent participer à ce mouvement à la fois de mutualisation et à la fois de traitement des médiations sociales, écologiques et numériques puissent avoir avec cette politique-là la capacité de le faire de façon collective sur l'ensemble des territoires français aujourd'hui. Il y a 1236 très précisément maisons depuis quelques jours. L'intention pour nous, c'est de continuer à déployer le réseau de façon à ce que l'ensemble des besoins qui sont identifiés par les uns et les autres puissent être couverts sur les territoires. Alors justement, si on revient sur ces maisons du service public, je crois que vous avez récemment fait un audit sur ces maisons et vous avez identifié en fait les services et les niveaux de services en fait, qu'elles proposaient. Qu'est-ce qui en ressort ? Il y a deux choses principales. La loi NOTRe à l'époque a créé aussi en même temps, peu importe le fait que ce soit hébergé dans la loi, en tout cas d'ailleurs, mais une discussion sur chacun des territoires à la maille départementale entre les élus, l'État et les différents opérateurs publics ou privés pour identifier quels sont les besoins concrètement sur lesquels on identifie aujourd'hui à la fois une ambition politique, à la fois une ambition des acteurs et à la fois surtout un déficit d'accès pour les territoires de façon éventuellement même différenciée à la maille intercommunale. Donc ça, ce sont les schémas départementaux d'amélioration de l'accessibilité des services au public, peu importe, mais en tout cas, on sait qu'on a une connaissance maintenant à peu près fine sur 80% des départements français, des besoins qui existent exprimés par l'ensemble des acteurs qui formulent ou proposent une forme de service, marchand, pas marchand, public, pas public, peu importe. Et donc, l'ensemble des maisons telles qu'elles existent aujourd'hui répondent par définition, comme les PIMS, aux besoins locaux, mais ont besoin d'être accompagnés et de se transformer dans la façon de rendre le service vers les champs qui sont identifiés dans ces schémas-là. Il y en a au moins 4 aujourd'hui qu'on identifie partout sur le territoire. C'est évidemment l'accès aux services publics, c'est évidemment les problématiques numériques, c'est évidemment également les problématiques de mobilité. Peut-être aura-t-on l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Vous avez cité les plateformes de mobilité. Le conseil à la mobilité est quelque chose, Pôle emploi ne me démentira pas, qui est fondamental, y compris pour l'accès à l'emploi des personnes. Et ce sont toutes les problématiques d'accès aux soins qu'on ne va pas traiter aujourd'hui. Mais concrètement, on sait aujourd'hui, du coup, assez finement, quelles sont les intentions et les besoins sur l'ensemble des territoires. Et la deuxième partie, c'est que nous avons, nous, des collègues sur l'ensemble des territoires français qui travaillent au quotidien auprès des acteurs, qui connaissent ces besoins-là aussi. Donc on a formulé, avec l'ensemble de ces acteurs-là, une proposition d'évolution du cahier des charges des maisons de service au public pour qu'elles rendent davantage des services dans l'ensemble de ces champs-là. Et celui sur lequel on travaille le plus, on l'a fait naturellement avec l'ensemble des acteurs qui ont participé à la stratégie nationale pour un numérique inclusif, c'est justement l'amélioration de notre capacité à accompagner l'ensemble des Français sur le sujet, quelle que soit la problématique qui les concerne ou qui empêche éventuellement qu'ils puissent utiliser des services dématérialisés. Et donc nous souhaitons, on verra si nous arrivons à obtenir les arbitrages nécessaires pour pouvoir le faire, puisque le ministre l'a dit ce matin, c'est bien d'avoir des intentions, mais c'est aussi important qu'on puisse les financer. Il y a des arbitrages qui sont en cours. Voilà. Qui devraient être relativement imminents. Mais au-delà de ça, peu importe, l'intention est présente, et surtout donc par l'accompagnement, par la formation. Vous parliez tout à l'heure de formation de formateurs. C'est un sujet sur lequel nous devons fondamentalement investir, ne serait-ce que pour être à peu près certain qu'on ne crée pas, alors on n'utilise pas trop le terme fracture au CGET, mais on ne crée pas d'inégalité supplémentaire. À la façon d'un élastique, si vous voulez donner une image différente de la fracture, il y a des tensions observées aujourd'hui sur les territoires. Il y a une bonne partie de la population, pour reprendre l'image qu'évoquait le ministre tout à l'heure, qui voit passer des flux, qui voit passer des trains, qui en subit éventuellement le bruit et les désavantages, mais pas forcément les bénéfices. Ça fragilise le sentiment de cohésion
cohésion de l'ensemble de nos concitoyens sur un certain nombre de territoires, qui ne sont pas que des territoires ruraux, y compris dans les quartiers politiques de la ville. Et donc on a besoin, pour améliorer la cohésion et le sentiment d'appartenance à une communauté, au-delà simplement des aspects numériques, d'améliorer la formation pour que tout un chacun puisse avoir la capacité d'accéder. Très bien, merci beaucoup Benoît Lemozi. Je me tourne maintenant vers Mouna Aoun. Vous êtes directrice des marchés mass market et spécifiques à la Banque Postale. Alors vous, depuis, je crois, 2 ans, vous êtes intéressée à l'inclusion bancaire. Et alors c'est par cette porte d'entrée qu'on va parler de numérique. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet de plan d'inclusion bancaire? De quoi il s'agit? D'où vient l'idée? Qu'est-ce que c'est? Le plan d'inclusion bancaire par le numérique. Donc effectivement, bonjour à tous, je suis ravie d'être là. L'Union nationale des PIMS est un grand partenaire du groupe La Poste et de la Banque Postale. Effectivement, sur une volonté de notre président du directoire de la Banque Postale, Rémi Weber, qui devait être présent aujourd'hui, et je le représente, on a eu la volonté d'accélérer en matière d'inclusion bancaire parce que les usages bancaires se numérisent de plus en plus. Vous avez tous de plus en plus la volonté d'avoir votre banque dans votre poche, de pouvoir consulter votre compte, faire des virements, des prélèvements, imprimer de chez vous un RIB parce qu'on en a besoin dans la vie quotidienne. Et on propose, toutes les banques proposent de plus en plus de solutions de souscription de produits bancaires ou d'assurance en ligne. Et ces possibilités, c'est un avantage important pour nos clients puisque ça offre plus d'autonomie, ça offre plus d'efficacité opérationnelle, on fait les choses plus rapidement, on a la possibilité de connaître la position de son compte en temps réel et c'est un vrai service aux clients, à tous les clients. Or, on a beaucoup de clients à la Banque Postale, on a 11 millions de clients actifs qui sont en situation d'exclusion numérique. On a fait une étude sur le sujet à l'occasion des assises de la Banque citoyenne qu'on a lancées l'année dernière. Cette année, nous avions eu une 2e édition et c'est à cette occasion que nous avons signé notre partenariat avec l'Union nationale des PIMS. À cette occasion, on s'est rendu compte que sur la base d'une étude faite avec We Take Care, on avait une surreprésentation de nos clients qui étaient en exclusion numérique. Et donc, on a le risque de cumuler deux fragilités, l'exclusion bancaire, qui est encore important en France, et le risque d'exclusion numérique. D'où l'idée de ce plan d'inclusion bancaire par le numérique, qui se donne pour ambition d'accompagner tous nos clients, quel que soit leur degré d'éloignement par rapport au numérique, les aider à ne pas être dans cette double peine de l'inclusion bancaire et de l'exclusion bancaire et de l'exclusion numérique. Et alors, comment ça se formalise, cet accompagnement ? Alors, sur la base d'une première étude faite avec We Take Care, on a classé nos clients entre exclusion numérique, exclusion partielle numérique et inclusion numérique. Donc, 3 grandes catégories de clients. Pour ceux qui sont les plus éloignés du numérique, on continuera à proposer des services en bureau de poste, des services au téléphone, pour ceux qui ne sauront pas faire des opérations de base ou élaborées sur Internet ou sur le smartphone. Pour ceux qui sont complètement inclus numériquement, le combat est continu, puisqu'en fait, on lance de plus en plus de solutions nouvelles et on peut laisser sur le bord de la route des gens qui sont aujourd'hui en inclusion numérique. Et donc, on le fait par le biais de tutoriels, on le fait par le biais de petites vidéos qui nous permettent et qui permettent aux clients de connaître les nouvelles fonctionnalités. Et donc, on fait preuve de beaucoup de pédagogie sur les nouveaux services. Et puis, le cœur du sujet de notre plan d'inclusion bancaire par le numérique, c'est comment on accompagne le gros des troupes vers l'appropriation de services numériques essentiels.
Et donc, dans cette catégorie-là, il y a ceux qu'on pourra accompagner dans les bureaux de poste et il y a ceux qu'on ne pourra pas accompagner dans les bureaux de poste parce que leur formation au numérique est un peu plus importante. Et là, on s'associe avec un réseau de partenaires. Ce qu'on pourra faire dans les bureaux de poste, et c'est ce qu'on a testé à Bordeaux et à Saint-Denis, c'est au travers de la formation de nos collaborateurs dans les bureaux de poste, les inciter à présenter l'application de la Banque Postale, l'app de la Banque Postale sur la tablette ou sur le smartphone, ou bien labanquepostale.fr. Et donc, on encourage, on forme, on accompagne, on fait avec nos clients dans les bureaux de poste. On télécharge l'appli, on leur dit comment récupérer leur code de connexion. On a défini 4 services bancaires numériques essentiels que j'ai évoqués. Imprimer un RIB tout seul, plutôt que de l'imprimer, demander le RIB au guichet. Se connecter à sa banque en ligne pour connaître la position de son solde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis faire des virements ou des prélèvements, donc domicilier d'autres comptes et pouvoir domicilier des factures ou pas sur son site internet ou son app. Sur cette base-là, c'est nos postiers, accompagnés par des partenaires et formés par l'école de la banque et du réseau, qui vont proposer à nos clients dans les bureaux de poste cette appropriation au numérique bancaire. Pour ceux qui sont plus éloignés du numérique, on encourage à passer des formations au numérique. Et là, on le fait avec We Take Care, Emmaüs Connect, et avec 2 nouveaux grands partenaires qu'on a annoncés aux Assises de la Banque citoyenne de cette année. L'Union nationale des PIMS, qui nous connaît bien, puisque beaucoup de PIMS sont présents dans nos bureaux de poste, et un autre grand partenaire qui est FAS, la Fondation Agir contre l'exclusion. Et on a donc pour ambition, cette année, de pouvoir diffuser cette formation au numérique, cette inclusion numérique, dans 1000 premiers bureaux de poste sur l'ensemble du territoire. Et c'est ce changement d'échelle entre l'expérimentation que nous avons fait dans 2 bureaux et le passage aux 1000 bureaux qui prend un petit peu de temps au démarrage pour aligner les planètes ensemble, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, à quel moment on passe la main au réseau des partenaires. Et donc, c'est ça l'ambition du plan d'inclusion bancaire par le numérique de la Banque Postale. Merci Mouna Aoun, c'est très clair. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement cette identification, cette évaluation faite de l'autonomie des usagers, des citoyens, voilà, des personnes. Karine Méninger, je me tourne, alors j'essaye de faire en sorte que vous ne vous tourniez pas trop la tête. Voilà. Vous êtes directrice de l'offre de services aux demandeurs d'emploi au Pôle emploi. Vous vous êtes engagée dans une démarche de digitalisation depuis quand même de nombreuses années et vous avez identifié en fait qu'il y avait un problème d'accessibilité pour une partie assez importante de demandeurs d'emploi. Alors qu'est-ce que vous avez engagé sur cette partie-là ? Oui, bonjour à tous. Merci de l'invitation et du partage de ces moments sur l'inclusion numérique, qui est un sujet qu'on partage tous profondément. Effectivement, vous l'avez dit, depuis de nombreuses années, et ça s'est accéléré encore en 2015, où en 2015, on a créé une plateforme qui s'appelle l'Emploi Store. L'Emploi Store, c'est 300 services en ligne. On a aussi mis en œuvre, à l'instar de nombreux services, autres services publics, la CAF, les mairies, les préfectures, une dématérialisation de nos procédures, donc dématérialisation de l'inscription, de l'indemnisation, mais pour avoir plus d'humains, plus de temps en diagnostic. Donc voilà, différents services où on continue aussi et qui trouvent satisfaction auprès de leur public. Mais on l'a dit tout au long de ces échanges, c'est le but est bien de laisser personne de côté. Et nous, on sait que 14% de nos demandeurs d'emploi nous déclarent avoir besoin d'aide pour utiliser un équipement informatique et pour aller aussi plus loin. Donc, à partir de ce constat, spontanément, on a mis en place des ateliers à la sensibilisation au numérique, donc qui existent d'ores et déjà dans toutes les agences Pôle emploi. Aujourd'hui, c'est 15 000 bénéficiaires par mois de ces ateliers. On a aussi mobilisé donc, nos collaborateurs, plus 2500 volontaires en service civique. Et on a aussi équipé nos espaces d'équipements informatiques et aussi de scanners pour dématérialiser les procédures, télécharger les pièces, etc. Et que les volontaires en service civique
aide aussi pour télécharger les pièces des demandeurs d'emploi qu'on aurait le plus besoin. Mais en fait, on ne s'arrête pas là parce qu'on le voit bien, l'hyperaccélération, on en parlait tout à l'heure, et les besoins sont de plus en plus croissants. Nous-mêmes, nous créons d'autres éléments. Par exemple, à la suite de votre inscription en ligne, maintenant, le demandeur d'emploi va pouvoir accéder d'ores et déjà directement à ce qu'on appelle mon potentiel professionnel, c'est-à-dire un bouquet de services directement qui est personnalisé, associé aussi à des offres d'emploi les plus proches de chez lui, etc. Mais pour avoir accédé à ça, il faut aussi savoir utiliser le matériel. On a mis en place de façon expérimentale, et on va le développer pour les cadres qui sont autonomes, on a mis en place une plateforme, donc un premier réseau social de l'emploi. Mais pour ça, il faut savoir aussi utiliser les outils informatiques, même si on l'utilise que pour les plus autonomes. Maintenant, on va aussi se questionner, puisque tout à l'heure, Antoine Frérot le disait bien, la pauvreté en biens se double aussi d'une pauvreté en lien. Et une plateforme, les réseaux sociaux, sont bien aussi pour créer du lien et rompre l'isolement des demandeurs d'emploi. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour aller encore plus loin ? On a travaillé dans le cadre d'un POC, et on va le développer, on va aller plus loin. Un POC, Proof of Concept, donc en gros une petite expérimentation, on va dire. Pardon. Et on a développé avec Emmaüs Connect aussi, We Take Care, un premier test en ligne pour les demandeurs d'emploi qui est déjà une première détection. Cette détection permet de mettre la formation qui va bien, de proposer les services qui vont bien derrière. Donc ça, c'est déjà une première chose qui existe, et on va le développer de façon plus large. Ce que nous faisons aussi avec les autres acteurs et avec le secrétariat d'État au numérique, on travaille aussi avec la MENNUM et on le teste aussi pour donner des chèques, donc c'est des chèques haptiques aux demandeurs d'emploi pour aller dans les maisons, pour aller justement se former aux compétences de base du numérique. Donc ça, c'est une première expérimentation que nous testons actuellement sur des petits territoires. On le teste à Toulouse, pour tout vous dire, et en Guyane, et on compte aller beaucoup plus loin. Mais voilà, c'est un premier test déjà de chèques qu'on remet aux demandeurs d'emploi pour pouvoir se former et en tout cas avoir un premier niveau sur les compétences numériques de base. C'est une forme d'autonomisation aussi, même dans la formation, alors. Exactement, c'est ça. C'est pour pouvoir répondre, on le disait tout à l'heure, aux enjeux quotidiens du numérique, pour pouvoir être à l'aise et habile dans ces démarches, quelles qu'elles soient. Donc c'est un premier niveau. Et puis ensuite, on va crescendo à d'autres niveaux. On va aussi, donc là c'est une détection avec Emmaüs Connect. Et on travaille avec le PIX. Et donc dans le cadre du PIC, donc le PIC, le programme d'investissement dans les compétences, et qui a mandaté le PIX dans le cadre des travaux sur le Haut Commissariat à la transformation des compétences. Et le PIX, c'est en fait une plateforme d'évaluation. Donc ça va beaucoup plus loin encore que la première détection. L'idée, c'est d'aller plus profondément en termes d'évaluation pour pouvoir ajuster nos outils de réponse aux besoins des demandeurs d'emploi. Donc c'est vraiment évaluer item par item, et on se base sur le référentiel DigComp, qui est le référentiel des compétences digitales en ligne, pour créer ce fameux dispositif d'évaluation des compétences. Donc là, idem, c'est un dispositif qui existait déjà dans l'éducation nationale, mais qu'on va adapter vraiment aux compétences de base pour les demandeurs d'emploi, pour apporter des réponses les plus précises et les plus justes. Donc idem, on le teste avec des demandeurs d'emploi pour après changer d'échelle et aller en fin 2018 de le diversifier et d'aller plus loin. Et puis ensuite, on met aussi en place un parcours d'atelier pour pouvoir être autonome. On parlait beaucoup d'autonomie, donc pour pouvoir être autonome dans ces recherches d'emploi. Donc ça veut dire s'actualiser, ça veut dire s'inscrire, ça veut dire aussi, puis on va crescendo, ça veut dire aussi mettre à jour un profil LinkedIn, etc., etc. Voilà un petit peu les projets pour le deuxième semestre 2018, en lien avec les partenaires aussi, et avec la MENNUM, Emmaüs Connect, avec les acteurs aussi haptiques et avec les acteurs des maisons de services au public.
Merci Karine Méninger. On se rend compte que du coup, il y a vraiment en fait, cette idée en fait, d'évaluation et puis de volonté de s'engager en fait, dans tous ces programmes. Et à la fois, ce que je trouve intéressant, c'est le côté aussi expérimentation, où à chaque fois, en fait, il faut affiner aussi les propres solutions qu'on a identifiées ou qu'on souhaite proposer. Merci à vous. Frédéric Dittmar, vous êtes PDG de PayBoost. Alors, PayBoost, c'est une entreprise de la FinTech. Tout de suite, ça fait moderne, ça fait numérique, voilà, fintech, finance, tech. Mais vous vous intéressez en fait beaucoup à la question de l'inclusion numérique. Vous vous intéressez forcément par votre activité aussi aux usages du numérique. Qu'est-ce que vous observez, vous, de cette révolution numérique ? Qu'est-ce que ça a changé ? Alors deux choses en fait. D'abord, on considère que le numérique en fait est une révolution aussi importante que l'imprimerie. Si on regarde l'imprimerie, c'est quelque chose qui a transféré le pouvoir de la religion vers l'État. C'est-à-dire qu'avant, quand on voulait apprendre à lire et écrire, c'était les religieux qui vous enseignaient. Et puis du moment où l'imprimerie est arrivée, on a créé l'école publique et on a créé des bibliothèques nationales. Donc on était du coup formés par l'État. Le numérique a transféré le pouvoir de l'État au consommateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez savoir quelque chose, vous n'allez plus à la bibliothèque à côté de chez vous. Vous allez sur Google ou sur Wikipédia. Et quand vous voulez faire un commentaire sur un service, c'est vous qui vous le faites. C'est vous qui transmettez l'information. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement profond qu'on n'avait pas mesuré. Deuxième chose sur le numérique, qui est historique, et c'est la première fois depuis que l'homme existe. Jusqu'à présent, à 50 ans, schématiquement, on savait faire ce qu'on ne savait pas faire à 40, à 40, ce qu'on ne savait pas faire à 30. Pour la première fois, ça reste vrai, on sait toujours faire à 50 ce qu'on ne sait pas faire à 40 et à 30, mais un gamin de 10 ans sait faire ce que nous, à 50, on ne sait pas faire. Et ça n'a jamais existé. Donc il y a une fracture potentielle intergénérationnelle juste monstrueuse. Ou à l'inverse, si on regarde du côté positif, une autonomie de la part de la jeunesse qu'elle ne pouvait pas avoir au préalable, puisqu'elle dépendait du maître et de l'apprenti. C'était cette fameuse relation. Prenez n'importe quel DSI d'un grand groupe, et je suis même sûr que le DSI de Violac est excellent, s'il a un problème sur son smartphone et qu'il a des enfants, il va le donner à ses deux gamins. Parce que lui, il sait mieux faire que lui. Et pourtant, il a une culture informatique qui est juste incroyable. Donc ça, c'est deux changements, mais vraiment extraordinairement importants. Alors pour nous, ce n'est pas l'inclusion numérique, c'est l'inclusion par le progrès. C'est le progrès, en fait, qui est soit inclusif, soit exclusif, et le numérique est une partie du progrès. Si on regarde depuis 150 ans, l'industrie a révolutionné le monde. Ça a été un énorme générateur de liberté. Je le dis souvent, on ne se rend pas compte, mais dans nos sociétés, on choisit notre femme ou notre mari, selon notre sexe. On choisit notre emploi, on choisit notre logement, et on choisit bientôt nos enfants. Il y a assez peu de temps où dans d'autres sociétés, vous ne choisissez pas du tout votre emploi. C'est le métier de votre père est votre métier. Vous ne choisissez pas du tout votre conjoint. Vous choisissez encore moins votre logement parce que de toute façon, vous n'avez pas les moyens, donc vous habitez dans le même lieu que vos parents. À l'inverse, c'est castrateur de solidarité, puisque cette liberté que l'on a le droit de s'octroyer fait que le monde, en termes de solidarité, explose. Et c'est là où le numérique est un vrai enjeu. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux marchent très bien, parce qu'en fait, ils répondent à ça. Un, c'est très simple. Il faut savoir lire, écrire et compter. Et encore que, pas toujours. Deux, ça répond à un besoin de reconnaissance. On a tous envie d'être vus. Il suffit de regarder les touristes devant la Tour Eiffel. Ils se prennent en photo au lieu de prendre la Tour Eiffel. Parce on préfère se regarder plutôt que regarder la photo de la Tour Eiffel. Et les photos des voyages, du coup, on voit que le visage des gens qui ont voyagé et pas les monuments qu'ils ont vus. Mais sur les réseaux, on parle de vous. Vous pouvez parler de vous. Vous êtes un acteur. Et c'est bien l'être humain qui est au cœur. C'est pour ça que ça marche. Donc, toutes les solutions qu'on va développer, il faut qu'elles répondent à ça. Il faut qu'elles soient simples. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle, dans un bon sens du terme, un niveau CE2. Pas au-delà, surtout pas, sinon c'est trop complexe. Et si c'est complexe, c'est pas intelligent, c'est idiot. L'intelligence, c'est de faire simple. Les ingénieurs adorent faire des trucs super compliqués. On se rappelle, il y a quelques années, dans les développements de solutions informatiques, il fallait toujours cliquer suivant ou valider. Jusqu'au jour où on a compris que ça ne servait à rien. Donc ça n'existe plus, le mot suivant et validé. Ça se fait en automatique. Donc on doit répondre à ça. Et les constats que l'on a faits, sur lesquels aujourd'hui on amène une solution, c'est 3. Il y a en moyenne, par foyer fiscal, 500 € d'aide sociale auxquels les gens ont droit et qu'ils ne touchent pas. Soit parce qu'ils ne savent pas, soit parce qu'ils n'osent pas, soit parce que c'est trop compliqué. Le deuxième constat, c'est que 70% des Français n'arrivent pas à épargner. C'est-à-dire qu'ils dépensent 100% de ce qu'ils gagnent comme revenu.
Et 80% pourtant voudraient t'aider dans la gestion de leur budget. Parce que gérer son budget, c'est très compliqué. Donc il y a 3 catégories de personnes. Ceux qui, de toute façon, s'en contrefichent, ils sont contre tout, ils sont pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour. Bon, c'est une petite partie de la population, c'est 1%, c'est pas grave. Il y a de l'autre côté 1% de, alors souvent c'est les directeurs financiers ou directeurs qualité, ils adorent faire leur budget tous les week-ends, donc ils y passent 3 heures. Ils ont le tableau Excel, c'est super rempli, ils ont fait des formules. Alors, ils commencent à galérer avec le truc sans contact parce qu'il faut garder plein de tickets, donc ça fait plein d'achats, ça fait les cumuls de tickets augmentent. Et puis il y a la grande masse où on n'y arrive pas. Parce que l'information que le monde bancaire nous donne est exacte, c'est le solde, sauf que c'est trop compliqué. Exemple concret, le salaire médian français, c'est 1 800 €, donc je touche 1 800 €, je suis comme... ici, je touche 1 900, je suis dans les 50% riches, puisque je suis au-dessus de la médiane. Et donc, en début de mois, tout va bien. Le 2, j'ai rien dépensé. Donc, j'ai fait mes chariots de course tranquille, je vais chez McDo tranquille. Il faut que j'intègre que je vais avoir un débit de mon loyer, de l'électricité, de la facture d'eau, même si elle n'est pas chère, de l'essence, enfin, de toutes mes charges fixes. Et ça, on ne le fait pas. C'est trop compliqué. Donc on dépense. Il y a des gens dans la salle qui réagissent par rapport à ça. Sur l'eau pas chère, parce que c'est vrai. Ça, c'est normal. Donc on ne fait pas ça. Et donc, du coup, on risque quoi? De se mettre dans le rouge, et c'est ce qu'on appelle se mettre dans le rouge à la fin du mois. Donc nous, ce qu'on a développé, c'est très simple. On l'appelle Fastoche, et ça porte bien son nom, c'est pas un hasard, c'est parce que ça doit être fastoche. Et en fait, on est un GPS de l'aide sociale et de la gestion du budget. Donc avec un mode conversationnel en mode SMS, et que tout le monde comprend, c'est ce qu'on appelle technologiquement un chatbot, mais donc c'est du mode SMS, on va demander à la personne si elle est mariée, si elle est célibataire, si elle a des enfants, où est-ce qu'elle habite. Et entre 5 et 10 minutes, selon la complexité de la personne, un célibataire, c'est plus simple à savoir à quelle aide sociale il a droit que quelqu'un qui est marié, qui a 4 enfants, dont un handicapé. En tout cas, entre 5 et 10 minutes, on donne l'information à la personne à quelle aide sociale elle a droit. Et de la même manière, sur la gestion du budget, on va lui poser des questions, toujours en mode très interactif, robotisé, mais le robot, dans ce cas-là, est humain. Je donne toujours cet exemple. On a tous remarqué que dans les gares SNCF, c'est toujours la même femme qui parle toujours dans la gare. Donc elle travaille 24 heures sur 24 dans le monde entier. Et on comprend ce qu'elle dit. Et dès que vous avez un contrôleur qui prend le micro et crache dedans, on ne comprend rien. Donc là, on voit bien que le robot est plus intelligent, ou en tout cas plus adapté que la voix humaine, parce qu'elle est faite pour. Donc là, c'est un mode conversationnel qui est fait justement pour que ce soit très compréhensible. On va analyser 2 choses avec la personne. Quels sont ses revenus? On va analyser son compte, on va lui donner l'information, on lui demande de le valider. Pourquoi? Parce qu'on va voir, nous, par exemple, sur son revenu, sur son compte, qu'il a 1 800 € de virement tous les mois, mais il a peut-être une grand-mère qui lui donne 200 € en espèces. On ne le verra pas sur le compte. Donc il faut bien valider le revenu. Et puis, pareil, on ne va pas lui dire va chercher toutes tes factures et va dans le truc que tu as classé, parce que ça ne marche pas. On identifie intelligemment en fonction des codes du compte bancaire ses charges fixes. Donc vous voyez, on a vu que tu avais 800 € de loyer, 80 € de facture d'eau, 100 € de DDF. Et la personne valide avec nous. Ça fait un tableau de bord qui donne les revenus, les charges fixes, et c'est ce que les acteurs sociaux appellent toujours le reste à vivre. Et donc on en déduit le reste à vivre. J'ai 1 800 € de revenus, j'ai 1 000 € de charges fixes, donc j'ai 800 € de reste à vivre. Et on va le piloter de 2 manières, lisibles en 1 seconde. Un calendrier qui nous donne l'information par semaine, par jour, combien on peut dépenser, parce qu'on gère son budget comme son agenda. Il n'y a pas de bonne règle, ça dépend des personnes, et même ça dépend de nous-mêmes du moment. On gère soit la semaine, soit au jour. Des personnes font leur chariot le samedi, ils savent qu'ils peuvent dépenser 200 € dans la semaine, donc ils achètent 150 € le samedi, et ils savent qu'il leur reste 50 € dans le reste de la semaine. D'autres personnes font la gestion au quotidien, donc il faut donner l'info au quotidien. Et on va donner une petite jauge, de nouveau très, très simple à lire, qui indique combien la personne peut dépenser dans son reste à vivre jusqu'à la fin du mois, et c'est mis à jour au quotidien. Donc l'exemple concret, c'est elle a 1800, elle a 1000 de charges fixes, donc elle a 800 de dépenses quotidiennes. Chaque fois qu'elle fera une dépense liée aux dépenses quotidiennes, ça va venir décrémenter ce compteur. Mais peu importe la date du prélèvement de son loyer, de son EDF, on s'en occupe plus, c'est déjà intégré dans le calcul. Donc là, on est sûr que la personne a la bonne information de ce qu'elle peut dépenser. Donc le 2, le 5, le 15 du mois, le 2 du mois, on ne lui dit pas tu as 2000, on lui dit tu as 800. C'est ça l'information. Et après, on va lui donner l'information par jour, je conclurai là-dessus, où on lui dit par jour, ben voilà, tu avais 800 € divisé par 30, de tête, ça doit faire dans les 26. Tu as 26 € par jour que tu peux dépenser. Alors là, tout de suite, on se dit, la vache, c'est pas grand-chose. Bah oui, mais c'est la vérité. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Et là, quelqu'un, je donne toujours le même exemple, qui est en début de mois, qui touche 1 800 €,
qui va le 2 au McDo. Il regarde son compte, 1 750 €, extrêmement serein. Il fera un menu à 15 €. Il se sent tranquille. Il a 1 750 €. Là, on lui dit, tu es marié, tu as 2 enfants, en fait, tu as 26 € pour ta dépense quotidienne. Et là, toi tout seul, tu en dépenses 15. Il va reposer le Sunday, du coup, il ne va pas se mettre dans le rouge. Et donc, il va consommer ce qu'il peut consommer. Là-dessus, c'est un truc qui est lié qu'à l'humain. Si vous regardez, on a tous envie de consommer plus de ce dont on a besoin. C'est comme ça. Et dans la nature, il n'y a pas d'animaux obèses. On est les seuls comme ça. Et plus une société économiquement elle est développée, plus le taux d'obésité augmente, parce qu'on n'est pas capable de se réguler par nous-mêmes. C'est comme ça, c'est une vraie faiblesse. Donc il faut aider les personnes. Et donc, pour moi, ce n'est pas le numérique qui doit être inclusif, c'est le progrès qui doit être inclusif. Et je citerai, j'ai beaucoup parlé, pour conclure, Pierre Rabhi, qui dit « Les systèmes d'infos auront de plus en plus de données, mais ils n'auront jamais de souvenirs. » Merci Frédéric Dittmar. Merci. Merci aux 4 participants de cette table ronde. Restez encore un petit moment parce que il y a peut-être, j'aimerais qu'on puisse avoir un échange avec la salle. Si vous avez des questions, 2 personnes sont dans les allées avec des micros. Ça pourrait être intéressant en fait de rebondir sur l'une des initiatives, des projets qui ont été présentés dans cette séquence. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des timides ? Sûrement. Moi, j'avais une question en fait à vous poser, à qui voudra. Tout ça, du coup, en fait, cette démarche en fait cette démarche dans le domaine de l'inclusion numérique, est-ce qu'elle peut se faire tout seul ? Ou est-ce qu'on est obligé de travailler avec différents acteurs ? Et si oui, lesquels et comment ? Est-ce que quelqu'un veut parler en fait de cette dimension partenariale en fait avec d'autres acteurs ? Elle est essentielle. Hein. De toute façon, même le ministre l'a dit, puisqu'il a expliqué qu'il ne fallait pas qu'il y ait un seul réseau d'inclusion numérique, mais plusieurs. Et c'est vrai qu'on est plus intelligent à plusieurs. C'est l'idée du prisme, hein. Chacun a son point de vue et donc du coup, quand on partage l'ensemble des points de vue, on trouve une approche plus nourrie, plus systémique, plus holistique. Elle est pour moi essentielle. Ouais. Oui, pardon, je voulais compléter, évidemment, et on le voit bien, on est tous en train de tester, on est tous confrontés en fait aux mêmes problématiques, on est tous en train de tester, donc après c'est avec les mêmes outils, les mêmes acteurs, peu ou prou, avec des degrés de profondeur différents, qu'on soit dans la banque, voilà, on le voit bien, ou pour nous sur l'accompagnement des personnes les plus en difficulté, soit sur du social, soit sur du professionnel. Donc c'est bien mettre en commun l'ensemble des acteurs, c'est ce qu'on fait aussi avec le secrétariat d'État au numérique, c'est aussi les CAF aussi qui sont engagés là-dessus, voilà, les PIMS, tous les acteurs sociaux et professionnels, et aussi voilà, on le voit dans la banque. Donc évidemment, et ensuite c'est ensemble pour trouver des solutions communes et se réinventer sans arrêt, parce qu'on voit bien, c'était le concept d'hyper-accélération. On continue d'accélérer et la société s'accélère et nous-mêmes on accélère. Et en même temps, même si on arrive à former, on arrive à développer les compétences de certains, il y en a toujours d'autres qui restent au bord du chemin. Donc ça va être à triple vitesse et même plus à double vitesse. Et tout à l'heure, quand on disait le numérique laisse des traces. Donc c'est aussi, une fois qu'on a mis quelqu'un à bord du numérique, c'est aussi dans son intégralité de le mettre à bord. Ok, il sait utiliser le numérique, mais est-ce qu'il connaît les dangers du numérique et comment je maîtrise ma e-réputation, etc. Donc c'est un coup à plusieurs bandes. Donc c'est aussi bien pour ça qu'on est plus intelligent à plusieurs. Et c'est tous ensemble ou avec nos synergies communes qu'on arrivera à avancer ce grand défi de l'inclusion numérique pour tous. Merci. Benoît Lemouzy, vous voulez réagir ? Moi, je suis d'accord évidemment avec ça. Et puis, c'est le sens profond de la constitution des PIMS avec la mise en commun de moyens. C'est le sens profond des maisons de services au public et des autres qui travaillent sur le sujet. Mais ce qui est, moi, je trouve assez délicat pour l'heure, c'est qu'on a tous, ici, ailleurs, il n'y a pas que nous, plus ou moins une action convergente vers cet objectif d'inclure l'ensemble de nos concitoyens dans quelque chose, que ce soit le numérique, que ce soit la mobilité, etc. Par contre, on peut facilement peut-être observer le fait qu'on manque, alors il ne faut pas se méprendre sur ce que je vais dire, mais
d'un espace de gouvernance qui permet à l'ensemble des acteurs de traiter un sujet en fonction de sa responsabilité, ou en tout cas d'exercer une co-responsabilité dans le développement d'un territoire, si je prends juste cette maille-là, en fonction soit de ce que confient les textes, les diverses lois à la puissance publique, soit de ce que se donne comme intention des acteurs privés, quelle que soit leur taille, mais en tout cas, de pouvoir, quand on essaye de traiter un sujet sur un projet de territoire, ou développer un projet de territoire, avoir des lieux de convergence de l'exercice de la co-responsabilité des uns et des autres. S'il y a un acteur qui manque, ou X acteurs qui manquent dans le traitement d'un sujet, bien souvent on bute, ou les élus qui cherchent à porter des projets butent sur le fait que cet acteur-là n'a pas volontairement ou n'a pas été associé par l'ensemble de la gouvernance. Et ça peut être un problème, ça. Donc il faut vraiment qu'on travaille collectivement à identifier la façon la plus simple, mais pas forcément simpliste, de mettre en œuvre des espaces de gouvernance pour assumer sur chacun des projets de territoire la co-responsabilité des uns et des autres. Très bien. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus partager vos visions et vos démarches. On peut vous applaudir.